Bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Un œil sur l'actualité. Vous êtes nombreux à suivre cette émission qui nous permet de reprendre les grands sujets qui font l'actualité, que ce soit au Togo ou dans le monde, de faire des parallèles avec notre pays et de tirer des leçons, d'apprendre des choses. Et c'est essentiellement ce que nous allons faire dans ce nouveau numéro de l'émission. Il s'agira pour nous de nous poser une question, par exemple, celle qui se pose à tout le monde depuis la situation qui s'est passée en Gambie. Il s'agit de voir et de faire le parallèle avec la Gambie où il n'y a ni limitation de mandat, ni d'élection à deux tours. Et pourtant, l'opposition gambienne s'est organisée et a réussi à renverser une dictature vieille de 22 ans. Alors, du coup, dans le cas du Togo, est-ce qu'il faut continuer par présenter les réformes politiques, constitutionnelles, institutionnelles, électorales comme étant la panacée pour l'alternance? C'est la principale question qui va nous préoccuper aujourd'hui et bien sûr, nous n'allons pas laisser les autres sujets. L'autre principal sujet dont nous allons parler ici, ce sera le groupe créé, enfin la commission qui a été créée contre la corruption et la CAN 2017. Alors, toutes ces questions, je les poserai au président du parti politique Santé du Peuple, Dr Georges William Kwessan. Dr Kwessan, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je dirais que ça fait longtemps. Il y a un moment. Vous vous portez bien? Je me porte bien. Et le parti Santé du Peuple? Le parti se porte bien. Le parti se porte bien. Nous travaillons. Autant que faire se peut, nous essayons de faire ce que nous avons à faire et l'engagement que nous avons pris. C'est vrai qu'au cours de l'année 2016, on n'a pas beaucoup entendu parler du Parti Santé du Peuple pour la simple raison que on a fait face à un certain nombre de problèmes qui ne sont pas problèmes d'ordre politique, mais qui nous ont quand même dérangés, qui ont retardé un peu les projets que nous avons et qui ont fait que vous n'avez pas beaucoup entendu parler du Parti Santé du Peuple. Ça veut dire qu'en 2016, il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas un bilan à faire aujourd'hui? Non, on a travaillé. En 2016, on a travaillé, mais ce n'est pas ce qu'on aurait aimé que cela soit. On avait fait des tournées d'implantation. Si vous avez bien suivi au début de l'année, on avait fait des tournées d'implantation dans l'Amou, dans le Goût. Et par la suite, on faisait des actions qu'on ne médiatisait pas nécessairement. Bon, et puis, vers la fin de l'année, nous avons quand même été fidèles à notre tradition qui voudrait que de temps en temps on descende sur le terrain et pour être proche des populations à travers quelques actions sanitaires que nous avons l'habitude de mener. Et nous l'avons fait, nous avons même tout dernièrement, lors de la journée mondiale du diabète, en association avec l'association togolaise du diabète, nous avons organisé des conférences débats que nous-mêmes nous avons animées, des fois avec également d'autres, des diabétologues. Nous avons travaillé ensemble avec cette association pour les dépistages, etc. Mais cela, ce sont des activités que nous appelons les activités sociales du parti. Mais sur le plan politique, nous avons eu à poser des actions, comme je l'ai dit, des tournées d'implantation. Mais ce n'est pas ce qu'on aurait aimé que cela soit. On a traversé quelques difficultés, mais Dieu merci, je pense que tout est rentré dans l'ordre et le parti a repris normalement ses activités. Alors aujourd'hui, en termes d'implantation du parti, quel pourcentage d'occupation territoriale vous pouvez estimer vous trouver? Non, je ne pourrais vous parler de pourcentage d'occupation territoriale, mais je sais que ce que nous avons fait à ce jour
Et c'est appréciable. Le moment venu, vous verrez cela. C'est appréciable par rapport aux moyens que nous avons à notre disposition, par rapport au temps que nous avons déjà passé sur le terrain. Je pense que c'est appréciable et c'est progressivement que tout cela se fera voir. Il y a des perspectives pour 2017? Évidemment, il y a des perspectives pour 2017. Vous savez que 2017, c'est un peu une année charnière qui va nous amener vers les années électorales, notamment 2018, nous aurons les législatives, mais avant cela, on passera par les locales. Et également, en 2020, il y aura la présidentielle. Donc, je pense que c'est une année importante et le parti se met au travail. Tout au long de cette année, nous avons quand même des manifestations que vous verrez. La dernière fois, nous avons fait une conférence de presse pour marquer notre entrée politique cette année, où nous avons parlé de l'actualité politique. Vous en êtes au courant. Et si l'occasion nous le permet, je pense qu'on reviendra sur tout cela au cours de cette émission. Alors, je rappelle aussi qu'au cours de cette émission, je vais revenir aussi sur les questions, les commentaires que vous avez envoyés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, il suffit de faire Samuel Niaoui, ou sur WhatsApp 98 44 01 09. Il y a beaucoup de questions qui sont venues que je vous poserai et je lirai également les commentaires pour alimenter ce débat. Alors, docteur Georges Cuisson, vous savez qu'entre-temps, l'actualité a évolué, comme vous l'avez dit tantôt, et il y a eu un regroupement de partis politiques qui s'est formé. Eux-mêmes, ils l'appellent groupe informel. Alors, un regard sur cela? Non, mais vous savez, c'est quelque chose que nous avons salué. J'étais même à la conférence de presse du lancement de ce regroupement. Et donc, on s'était posé la question, pourquoi j'étais là, mais je ne faisais pas partie de ce regroupement. C'est quelque chose que j'apprécie. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que nous avons expérimenté déjà dans notre pays un certain nombre de choses. Et de façon schématique, j'ai toujours dit que il y a à peu près 3 formes de regroupement que nous pouvons avoir sur un terrain politique. Et il y a une forme de regroupement, c'est-à-dire qui naît, c'est-à-dire ce regroupement naît avec un président, une dénomination. C'est un regroupement qui fait le projet d'aller donc jusqu'au bout, d'aller aux élections, de participer aux élections, mais dont les structures ne sont pas adaptées ou bien ne sont pas faites immédiatement sur ce schéma qui va jusqu'au bout. Et c'est ces regroupements que nous avons expérimentés dans notre pays jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous créez, vous dites que vous allez rester ensemble pour gouverner, pour travailler ensemble, mais vous n'avez pas, par exemple, un programme commun de gouvernement. Vous n'avez pas une plateforme commune de gouvernement, un accord de gouvernement. Donc, ce sont des regroupements que vous créez qui, en réalité, restent à mi-chemin. C'est-à-dire, tout ce qui doit être fait autour de ce regroupement reste à mi-chemin. Mais l'objectif est quand même à plus ou moins long terme. Mais docteur, quand vous parlez comme ça, je sais que vous avez été membre d'un grand regroupement. J'ai bien envie de vous demander si ça a été le cas dans ce regroupement-là. Non, je parlais du Cap 2015. Non, je vous dis, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu au Cap 2015 que j'ai eu. Moi, j'ai appartenu à Arc-en-Ciel, à la coalition Arc-en-Ciel au Cap 2015. Mais quand je vois au-delà de ces 2 regroupements, tous les regroupements que nous avons eus jusqu'à présent, quand j'analyse, je me dis que c'est cette structure qui a caractérisé tous ces regroupements jusqu'à présent. On projette d'aller loin, mais on met les structures à mi-chemin. Et je trouve que ça pose un certain nombre de problèmes. Maintenant, les autres formes qui restent, c'est la forme dans laquelle vous projetez d'aller loin et vous mettez les structures jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous faites un accord, vous faites un programme commun. Sur la base d'un programme commun, vous allez évoluer. Vous avez une plateforme gouvernementale, si jamais vous gagnez, vous avez le pouvoir. Comment est-ce que vous allez gérer ce pouvoir? C'est une question de responsabilité. Et vous fonctionnez
comme cela. Donc là, on a déjà eu un cas comme ça. Vous avez, moi, je n'en ai pas connaissance. Ce que moi je sais, je pense que on n'est pas encore allé à ce niveau. Et dans ce genre de regroupement, ce n'est que après, par exemple, l'obtention d'un programme commun, qui sera la synthèse du programme de tous les partis politiques engagés dans ce regroupement, une plateforme gouvernementale, ce n'est qu'après cela que vous allez même désigner un candidat. Parce que c'est au regard de ce que vous avez comme programme, vous dites, voilà celui qui est à même de porter ce programme-là. Ce n'est qu'après cela que vous avez un candidat, que vous avez même une dénomination qui sera en accord avec ce que vous voulez faire. Mais la plupart du temps, ce que nous faisons, nous avons déjà peut-être un candidat, nous avons peut-être une dénomination, et on ne fait même pas, on ne met même pas les structures même jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la seconde forme. C'est-à-dire que vous prévoyez d'aller loin, vous mettez toutes les structures qu'il faut. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre un an, ça peut prendre peut-être, je ne sais pas, ça peut prendre du temps, mais ce sera un travail fait, bien fait, et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent rester dans ce regroupement, ils restent jusqu'à la fin, parce que ils savent que tout a été clair, dit au début. Donc ça, c'est l'autre forme. La troisième forme, c'est la forme que nos amis du groupe des 6 ont adoptée. C'est-à-dire que vous vous dites, nous ne nous connaissons pas assez, nous allons nous pratiquer un peu pour voir si nous pouvons faire chemin ensemble, et vous restez dans une situation informelle, vous n'avez pas de président, vous n'avez pas une dénomination, vous restez juste au début et vous travaillez sur des thématiques, comme cela est fait dans le groupe des 6. Ça, c'est la troisième forme. Moi, ce que je dis, c'est que le groupe des 6 a eu le mérite d'expérimenter quelque chose qui n'est pas encore fait dans notre pays. Que ce soit la forme du début ou que ce soit la forme de la fin, en tout cas, le groupe des 6 a aujourd'hui le mérite d'expérimenter quelque chose qui n'a jamais été fait dans notre pays. Donc, c'est ce que moi je veux dire. Il y a d'autres qui disent, est-ce que cela va donner quelque chose? Est-ce que cela va aboutir à quelque chose? L'essentiel aujourd'hui, pour le moment, ce n'est pas de dire ou bien de se poser la question de savoir si cela donnera quelque chose ou pas, mais le mérite est que ils ont pu mettre sur pied quelque chose qui n'a jamais été fait. Et moi, je pense que cela est à saluer. Ce que vous dites, c'est aussi un peu l'inquiétude de Jean Ekwe Totou, voilà, sur Facebook, qui dit « Ma question pour M. Kwessan, comment il voit le regroupement des 6 partis politiques et quel est l'avenir radieux de ce regroupement-là » Est-ce que vous pouvez déjà imaginer l'avenir de ce regroupement, c'est-à-dire passer d'une forme informelle aujourd'hui à quelque chose de plus formel avec un programme de gouvernement peut-être pour 2020? Le mérite et l'avantage d'un tel regroupement, c'est que les débuts peuvent être un peu difficiles, mais quand ça prend, c'est un groupe solide. C'est un groupe très solide parce que vous avez pris le temps d'analyser tous les contours, vous avez pris le temps de voir si vous pouvez rester ensemble, vous vous êtes pratiqué. Ça va peut-être traîner un peu au début, mais quand ça prendra, ce sera quelque chose de fabuleux. Alors, il y a aussi Nouridine Agoro qui dit « Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que votre parti politique se trouve dans la même dynamique que les 2 grands regroupements, à savoir l'obtention des réformes et les locales, etc. » Cela est évident. Cela est évident. Quand il y a eu la mise en place de la commission sur la réflexion sur la commission la dernière fois, nous étions de ceux qui sont montés au créneau tout de suite pour dénoncer cela. Et nous n'avons eu de cesse de dire partout qu'il faut que nous ayons les réformes dans notre pays. Et nous avons même donné une conférence de presse la dernière fois où nous avons encore parlé. Sa question, justement, vous avez dit que cela va de soi et lui dit si oui, pourquoi vous êtes à part ou bien on ne vous a pas associé? Non, on nous a associés. Vous savez que le groupe, je viens de dire que j'étais même à la conférence de presse qui annonçait le groupe des 6. Nous avons très bien été associés. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont des amis avec qui nous entendons très bien. Il y a personne qui pose de problème là-bas. Seulement, au moment où nous étions contactés, et comme je l'ai dit, nous avons traversé un moment un peu difficile. Donc, il était question
que les travaux démarrent avant qu'on ne puisse, on ne retrouve le groupe, mais les difficultés ont pris plus de temps que prévu. Le temps de revenir, les travaux étaient déjà assez avancés et le groupe était presque à la fin de ses activités devait sortir. C'est pour cela. Sinon, nous avons été contactés. Tous ceux qui sont là-bas sont des amis avec qui nous entendons très bien. Tous les jours, pratiquement, on discute. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Alors, en tout cas, évoquant la question des réformes, puisque ça va faire longuement l'objet de ce débat, j'ai parlé du cas de la Gambie où, quand vous regardez dans la Gambie, il n'y a pas de limitation de mandat, il n'y a pas de mode de scrutin à 2 tours. Yaya Jammeh contrôle pratiquement toutes les institutions du pays et pourtant l'opposition s'est organisée, a réussi à battre Yaya Jammeh. Nous allons suivre le retour du nouveau président Adama Barrow avant de revenir pour le débat. Au crépuscule, dans l'ombre du soleil couchant, un couplet de l'hymne national chanté a cappella par la foule. Un chœur de milliers de voix, celle de Gambiens anonymes, formant une escorte populaire autour d'un homme célébré tel un messie de retour. Nous pensons que c'est l'homme qui a apporté la liberté dans ce pays. Alors maintenant, à l'heure où nous parlons, les Gambiens sont libres. Tout le monde est prêt pour la démocratie, les droits de l'homme fondamentaux. C'est ce dont nous rêvions depuis une bonne vingtaine d'années. Une marée humaine jamais vue en Gambie. Jamais, depuis l'indépendance, il y a plus d'un demi-siècle. Comme une renaissance incarnée par ce nouveau président, Adama Barrow. Protégé par des soldats d'élite de la CEDEAO, rapidement débordés, dans un cortège vite bloqué. Ambiance de carnaval entre les files de voitures et peu importe la paralysie de la circulation, place au rêve d'un avenir meilleur. Maintenant, le changement est arrivé, c'est super impressionnant. Nous allons rejoindre le monde civilisé et nous allons enfin pouvoir travailler avec lui. Toutes les portes nous sont désormais ouvertes. La Gambie est libre, nous sommes libérés. Barrow, ou l'espoir d'un peuple enfin débarrassé de l'autocrate Yaya Jammeh. Le diable est parti, nous avons besoin de Barrow, on l'aime et il va nous rendre heureux. L'ivresse de la liberté, fêtée dans Banjul, sans plus aucune retenue, jusqu'au bout d'une nuit, pour marquer l'histoire. Alors, voilà un pays dirigé par un dictateur qui est au pouvoir depuis 22 ans, où une opposition s'est organisée, a réussi à le battre dans les urnes. Quel parallèle avec le Togo? C'est le principal sujet de cette émission. Alors, première question, docteur Christian, sur la Gambie. Quand on vous disait qu'il y avait une élection présidentielle le 1er décembre dernier, est-ce que une seule seconde vous avez misé sur la défaite de Yaya Jammeh? Oui, ça dépend de ce que vous comprenez ou bien vous appelez défaite. Ce qui est sûr, j'ai misé sur la défaite de Yaya Jammeh. Parce qu'il faut faire la différence entre la défaite et la perte du pouvoir. Voilà. Sur la victoire de l'opposition, ça c'est sûr. Quand vous avez dirigé un pays, comme Yaya Jammeh l'a dirigé, la Gambie pendant 22 ans. D'une main de fer. D'une main de fer, sans partage. Avec une agence nationale de renseignement qui tue, qui fait disparaître, qui torture. Et à côté de cela, vous avez quand même, parce que vous avez quand même les Mandingues. Les Mandingues qui constituent 40% de la population qui ont été écartés pratiquement de la gestion du pouvoir par Yaya Jammeh parce que lui-même, il est Djoula. Parce que quoi qu'on dise, hein, l'ethnie s'invite toujours dans la politique en Afrique. Voilà. Donc quand vous avez un schéma comme cela, avec toutes ces exactions que nous avons connues du régime de Yaya Jammeh, cela ne faisait l'ombre d'aucun doute que Yaya Jammeh devait être battu à l'élection présidentielle du 31 décembre, du 1er décembre. Maintenant, que l'opposition entre en possession des instruments de la gouvernance, ça c'est également un autre débat. Au début, j'avoue que j'étais pessimiste. Je ne pensais pas du tout que l'opposition pourrait arriver donc
à prendre le pouvoir en Gambie. Bon. Mais, vous savez, avec l'exploit de Kololi, vous savez ce que j'appelle l'exploit de Kololi, parce que monsieur Adama Barrow a été élu à la station balnéaire de Kololi, c'est-à-dire par la coalition des partis politiques, à l'hôtel Kairaba, hein, à l'ouest de Banjul. Donc, ce que moi j'appelle personnellement l'exploit de Kololi. Donc, après l'exploit de Kololi, il y a l'optimisme qui est né petit à petit quand l'opposition gambienne est quand même arrivée à dégager un candidat unique, hein, pour faire face à Yaya Jammeh. C'est vrai qu'entre-temps, il y avait eu la défection d'Issa Touré, et la dame, parce qu'ils étaient 8 au départ. Entre-temps, il y a eu cette défection, mais qui s'est ralliée aussi après au groupe. Donc, après cet exploit, je me suis dit que c'était possible avec l'union de l'opposition. Donc, c'est avec cet espoir, bien sûr, avec plus de pessimisme que d'optimisme, mais quand même, il y a un grain d'optimisme qui était quand même venu se greffer, hein, sur ce pessimisme total du début. Alors donc, comme vous dites, hein, que vous n'aviez pas douté de la victoire de l'opposition, mais ce qui vous avait mis dans le doute, c'est qu'elle rentre effectivement dans l'exercice du pouvoir. Ça vous aurait surpris que Yaya Jammeh au début ait accepté sa défaite de manière si facile, aisée? Oui, c'était ça la surprise. Le revirement, la volte-face de Yaya Jammeh d'après, c'était pas ça la surprise. C'était normal. C'était comme le principe. Oui, c'était le principe, c'était normal, et ça ne m'avait guère surpris. Et vous savez, dès qu'il avait accepté sa victoire, vous avez constaté qu'il a disparu des médias. Et Adama Barrow n'était même pas autorisé à parler sur aucun média public. Donc tout cela, ce sont des signes qui montraient déjà que Yaya Jammeh était resté égal à lui-même. Quand il avait accepté sa défaite, premièrement, cela était très surprenant. Ça a été très surprenant. Et je pense que il y a des moments où il y a des choses, hein, qui ne s'expliquent pas. Il y a des qui ne s'expliquent pas. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui? Un Yaya Jammeh qui contrôle toutes les institutions, notamment la commission électorale. Où est-ce que ça a cloché? Parce que la commission électorale a donné quand même les résultats. Cette commission qui, on supposerait être aux ordres de Yaya Jammeh. Oui, vous savez que la commission électorale, il y avait quelqu'un à sa tête qui était âgé de plus de 80 ans. Vous savez, quand vous avez des personnalités comme ça, quand le moment vient, vous ne pouvez rien. C'est ce que moi, je suis tenté d'expliquer. Parce qu'on fera tout à l'heure le parallèle avec le Togo. Oui, hein. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a dit... C'est différent de ce que nous on voit ici à la tête des commissions électorales. Non, plus de 80 ans. Vous avez déjà vu ça ici? Ce qu'on a actuellement, celui qui dirige la commission actuellement, tous ses cheveux sont blancs. Non, mais il ne peut pas avoir cet âge-là quand même. Mais je dis quand même que c'est un élément. C'est un élément parce qu'à un moment donné, on n'a peur de rien. On se dit, bon, j'ai fait ma vie, les enfants sont grands, ils sont déjà dans la vie active. Je dis, mais moi, je n'ai peur de rien. C'est un peu également le cas aux États-Unis. Les grandes institutions sont dirigées par des personnes très âgées qui ont un certain âge, que vous ne pouvez pas influencer avec votre surface financière, que vous ne pouvez pas influencer avec quoi que ce soit, et qui sont libres, hein, vraiment de leur opinion. Donc je pense que c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Alors justement, qu'est-ce qui quand même a fait la réussite de l'opposition? Parce que ce qu'on dit là, on parle de réussite d'une opposition qui a réussi un coup que personne n'imaginait. Qu'est-ce qui a fait cette réussite selon vous? Bon, la réussite de l'opposition, d'abord, il faut voir que il y a eu une candidature unique. Mais la candidature unique seule n'était pas suffisante pour expliquer tout ça. Il y a eu cette candidature unique. D'abord, qu'est-ce qui a fait, qui a facilité cette candidature unique? Il faut voir tout ce processus qui a facilité, si on a le temps,
Peut-être on va y revenir. Mais ce qui explique même la victoire de l'opposition, d'abord c'est cette candidature unique. Parce que l'opposition est arrivée quand même à dégager un candidat unique. 7 partis de l'opposition qui se sont mis ensemble pour désigner un candidat. Il y a eu 7 candidatures uniques. Mais il y a eu également la personne même de Adama Barrow. Vous savez que M. Adama Barrow, 6 mois avant les élections, était complètement inconnu du grand public. Il était connu, certes, de l'élite politique, mais il était pratiquement inconnu du grand public. Et quand on a un choix comme ça, et le chef de l'opposition, M. Saïnou Darboe, qui était en prison, donc on a fait le choix de M. Adama Barrow, certainement que Yaya Jammeh s'en est frotté la main. Je dis, mais il est insignifiant, hein, ce monsieur. Ça aurait été, par exemple, Saïnou Darboe disait, ah mais c'est un vieil animal politique, il faut que je prenne mes dispositions. Mais ça a complètement endormi monsieur Jammeh. Avoir en face de lui quelqu'un comme Adama Barrow ne lui disait absolument rien. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été surpris. Il a été pris au dépourvu. Il a été surpris par les résultats. Il a été surpris par les tournures que cela a pris. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui n'est pas de moindre importance, c'est la troisième candidature. C'est la troisième candidature. Vous savez que Adama Barrow n'a pas la majorité absolue. Adama Barrow est élu avec 45% des suffrages. Et il y a une troisième candidature, celle de Mama Kandé. Et Mama Kandé, vous savez, c'est un transfuge de la PRC, c'est-à-dire l'Alliance patriotique pour la reconstruction et pour la réorientation et la construction de Yaya Jammeh. Il était membre de la PRC. Il était même député de la PRC. Après, il est sorti de la PRC et il s'est présenté contre Yaya Jammeh. Vous comprenez. Donc, monsieur Mama Kandé a puisé certainement dans le réservoir électoral de monsieur Yaya Jammeh, qui a eu 36% des voix. Avec les fraudes, bien sûr, qui a eu 36% des voix. Mama Kandé a eu 18% des suffrages. Si vous ajoutez les 18% à 36% de Yaya Jammeh, à tous les coups, il gagne. À tous les coups, il gagne. À tous les coups, il gagne. D'où la nécessité que quand les gens travaillaient avec le parti au pouvoir, ils sortent pour venir dans l'opposition. Je pense qu'il faut les accueillir, les accepter et voir ce qu'on peut tirer d'eux. Vous êtes en train de parler du Togo, là. Je parle du Togo, chez nous. C'est-à-dire, ce sont les leçons que nous devons tirer. D'abord, la première leçon que M. Adama Barrow, c'est une personnalité pratiquement inconnue, que l'opposition a quand même accepté de présenter. Vous comprenez? Mais là, on peut dire que c'était à défaut, hein. Oui, c'était à défaut. Parce que ça aurait été l'opposant historique qui était en liberté, que Adama Barrow n'aurait pas été présenté. Mais sous d'autres cieux, Saïnou Darboe pouvait être en prison, mais on n'allait pas présenter Adama Barrow. Adama Barrow, vous êtes d'accord? On allait dire, bon, il faut faire les manifestations pour que Adama Barrow soit libéré, que Saïnou Darboe soit libéré, et on peut faire cette manifestation jusqu'à la fin. Comme le cas du Niger. Et on va refuser de participer même à l'élection. On dit, tant que Darboe n'est pas libéré, et on ne participe pas à l'élection. Au Niger, on a présenté un candidat qui était en détention. Oui, c'est ça. Et puis, le chef de l'opposition même, Darboe, mais il a eu une hauteur. Parce qu'il pouvait dire, non, on ne présente personne en dehors de moi, battez-vous pour que je sorte de la prison, que le parti fasse des manifestations pour qu'on me libère, et c'est moi ou rien qui doit me présenter à cette élection. Ça pouvait aussi se faire comme cela. C'est vrai que c'était à défaut, mais tout s'est passé très, très calmement. Et puis vous allez voir si on doit venir sur ce qui a les éléments qui ont facilité donc l'union de l'opposition. On verra également d'autres choses qui sont à l'actif de ce parti de leaders de l'opposition qui a fait beaucoup de sacrifices pour qu'on en arrive là. Alors, vous avez lâché le mot sacrifice. Oui. Alors, je voudrais qu'on en vienne un peu dans le cas du Togo. Je l'ai dit tantôt en Gambie, l'élection est quasiment à un seul tour. Il n'y a pas de limitation de mandat. Et pourtant, ça a marché là-bas. Qu'est-ce qui ne marche pas au Togo? Non.
l'élection, il n'y a pas de limitation de mandat et ça a marché. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a marché? Il y a eu l'alternance, vous voulez dire. Non, d'abord, je ne veux pas qu'on fasse de parallèle entre les réformes et l'arrivée de l'opposition au pouvoir au Togo. Est-ce que ça ne s'impose pas? Non. C'est-à-dire que si nous demandons les réformes constitutionnelles et institutionnelles, si nous réclamons ces réformes, d'abord c'est parce que c'est une prescription de l'accord politique global. C'est une prescription d'un accord politique. Et pris comme tel, on n'a pas besoin de savoir si cela va faire que tel parti de l'opposition ou bien tel parti va arriver au pouvoir ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est exigé par l'accord politique global. Et pris comme tel, c'est un accord politique. Il faut le faire. Il faut faire les réformes. Les gens ont toujours dit que l'opposition veut les réformes pour arriver au pouvoir. Non, il n'y a pas de parallèle. Il n'y a pas de lien. Vous êtes sûr? Non, oui, bien sûr. Si nous disons par exemple qu'il faut la limitation de mandat, c'est l'alternance. Si vous dites que l'alternance d'une personne, je suis d'accord. L'alternance d'une personne physique, je suis d'accord. Il faut limiter le mandat pour qu'une personne physique ne remplit pas plusieurs fois à la tête de l'État. Ça, je suis d'accord. L'alternance pour une personne, je suis d'accord. Mais pas l'alternance pour une personne morale comme un parti politique. Le parti politique, si on fait les réformes, on fait la limitation de mandat, ça va concerner le chef de l'État qui est là et qui sera là, même d'autres qui vont venir après. Mais ça ne concernera jamais le parti. Parce que aujourd'hui, même si on fait une limitation de mandat, le RPT peut présenter un candidat. Si le candidat gagne normalement dans les urnes, il gouverne sans aucun problème. Donc il n'y a pas de parallèle entre les réformes qu'on demande et l'arrivée de l'opposition au pouvoir. Si vous prenez le mode de scrutin, pourquoi nous réclamons le mode de scrutin? Je reviens sur ça, c'est d'abord une prescription de l'accord politique global. Mais secondairement, pour que le chef de l'État qui va gouverner ait une majorité, gouverne avec une majorité absolue. Gouverne avec une majorité absolue. On ne peut pas gouverner un pays et être minoritaire. Si vous prenez par exemple, je vais donner l'exemple par exemple des États-Unis. Oui. Donald Trump, il gouverne, il est minoritaire. Vous voyez tous les problèmes qui se créent, toutes les manifestations qui sont contre lui. Parce que les gens sont conscients qu'il gouverne avec une majorité relative. Parce qu'ils savent que eux qui ne sont pas d'accord avec lui sont plus nombreux que ceux qui sont d'accord avec lui. Même si tu as 51% des suffrages pour gouverner, mais les 49 vont se taire. Parce qu'ils savent que tu les dépasses. C'est-à-dire tes partisans les dépassent. Ils vont se taire. Mais si tu as 49%, mais les 51% vont te mener la vie dure. Parce qu'ils savent que tu gouvernes avec une majorité relative. Dans le cas du Togo, je dis souvent que ce cas de figure ne s'est jamais présenté. Malgré le mode de scrutin qui a un seul tour, le candidat du pouvoir est toujours passé à plus de 50%. Oui, mais raison de plus pour que tu ne dises pas, ou bien que vous ne disiez pas que nous cherchons les réformes pour que l'opposition aille au pouvoir. Mais le parallèle avec la Gambie, où on a le même cas de figure politique, pas de limitation de mandat, pas d'élection à deux tours, et pourtant quelqu'un a gagné. On se retrouve dans ce même cas de figure au Togo, et à chaque fois l'opposition se casse la tête. Non, vous savez, d'abord en Gambie, ne pensez pas que l'opposition a laissé de côté les problèmes de réforme. Les Gambiens se sont battus jusqu'au bout pour les réformes. Ils se sont battus jusqu'au bout. C'est arrivé à un moment, ils ont compris que Yahya Jammeh ne voulait pas faire les réformes. L'opposition s'est organisée pour le battre. Vous comprenez? Donc cela ne veut pas dire, c'est pas parce que l'opposition a gagné en Gambie qu'on a passé, c'est-à-dire que on a laissé de côté les problèmes de réforme. L'opposition s'est battue jusqu'au bout pour les réformes. Et c'est à la fin qu'on a compris que Yahya Jammeh ne voulait pas faire ces réformes, que l'opposition s'est organisée pour le battre. Et ça, réellement, on peut le faire également ici. Alors justement, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Justement, c'est pour cela, ça pose d'abord le problème de la candidature unique de l'opposition. Oui. Et ça pose le problème de la candidature unique, de consensus autour d'une personne au niveau de notre opposition. Est-ce que vous êtes en train de dire que ceux qu'on présente comme candidat unique, ça ne marche pas au Togo, c'est ça? C'est-à-dire le problème du Togo est
est un peu complexe. Vous savez, d'abord, nous tirons quelque chose de l'histoire. Il y a quelque chose que nous tirons de l'histoire. Moi, je l'ai toujours dit, quand nous étions entrés dans l'ère de la démocratie, en 90, nous n'avons jamais eu un leader qui s'est dégagé de façon incontestable et incontestée. Il n'y a jamais eu ce leader-là. Au départ, avant d'entrer dans l'ère de la démocratie, tout le monde prenait M. Edem Kodjo comme le remplaçant traditionnel de Yadema. Mais quand on était venu sur le terrain, très rapidement, M. Edem Kodjo a dû laisser place à Maître Yovi Agoyibo parce que il était considéré, il était là sur le terrain, il s'est battu pour l'obtention, pour la CNDH, l'avènement de la CNDH, il s'est battu pour l'obtention de la conférence nationale souveraine, etc. Et sa cote de popularité a commencé par augmenter. Et il s'est trouvé que lui, il est plutôt le remplaçant légitime de Yadema. Donc, à partir de cet instant, nous avions une opposition à deux têtes. Mais très rapidement, M. Agoyibo aussi s'est éclipsé au profit de M. Gilles-Christ Olympio, qui est venu avec l'aura de son papa, le discours d'Ablodé, l'aura de son papa, et qui rapidement a éclipsé M. Maître Yovi Agoyibo. À partir de cet instant, on a une opposition à trois têtes. Donc, cette histoire-là a suivi. Nous a suivi, qu'on le veuille ou pas, ça nous a suivi jusqu'à ce jour. Le fait qu'on n'ait jamais eu un leader incontestable et incontesté à la tête de notre opposition, ça a créé énormément de problèmes et ça a suivi l'opposition jusqu'à ce jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que avant 90, nous avions quand même un pouvoir qui avait fait 23 ans. Donc un pouvoir qui s'était assis financièrement, matériellement, avant l'entrée dans l'ère de la démocratie. Et ce pouvoir, jusqu'à ce jour, a toujours utilisé les moyens qu'il a, les moyens financiers, les moyens matériels qu'il a, pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition. Je ne dis pas, la même chose peut se passer en Gambie aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a ce deuxième aspect de la chose. Maintenant, le troisième aspect, c'est ce que j'appelle le lot de facteurs gambiens. C'est-à-dire que le lot de facteurs qui a permis quand même à la Gambie d'arriver à dégager un candidat unique, ce que nous n'avons pas. Donc l'absence de ce lot de facteurs que j'appelle le facteur gambien, c'est la troisième chose. Et dans ce lot, je mets premièrement l'existence ou la présence d'une personnalité comme Fatoumata Jallow, qui est d'ailleurs nommée vice-présidente actuellement. Fatoumata Jallow, vous savez comment on l'appelle en Gambie? C'est la maman des Gambiens. Donc c'est une personnalité qui est respectée. Qui a été ministre de la Santé de Yahya Jammeh, mais qui est parti après, et que les gens ont toujours pris comme quelqu'un d'intègre, et que les gens ont toujours respecté. Au moment où on s'était retrouvé à la station balnéaire de Kololi, mais c'est Madame Fatoumata Jallow qui a tapé sur la table pour dire trop c'est trop, aujourd'hui il faut qu'on ait un candidat unique. Il faut qu'on ait un candidat unique parce que Yahya Jammeh doit partir. Et elle a tapé sur la table et elle s'est imposée à tout le monde. On n'a pas une personnalité comme ça chez nous. C'est pas qu'il n'y a pas des femmes capables de jouer ce rôle, mais les hommes capables de jouer ce rôle. Mais les gens se sont tellement facilement allés se corrompre avec tout ce que nous savons sur le terrain, qu'il est difficile qu'une personnalité comme ça se dégage pour nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la personne même de Adama Barrow. C'est-à-dire celui-là qui a été choisi, sa personne. Nous n'arrivons pas à avoir une personnalité comme Adama Barrow chez nous. Adama Barrow, il y a beaucoup de choses qui ont milité en sa faveur. D'abord, un peu son origine modeste.
Son origine modeste. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé d'abord dans une société, qui a gravi les échelons jusqu'à devenir chef de vente. Oui. Après, il était le garde du corps du papa de l'ancienne première dame, c'est-à-dire la femme de Daouda Jawara. Il était son garde du corps pendant un moment. En 96, il est entré dans l'UDP, le parti de l'opposition. En 2000, il est parti à Londres. Oui. Il a fait 3 ans et demi où il s'est formé au métier de l'immobilier. Et il a fait fortune et il est revenu dans son pays. Donc, son origine modeste a fait que les gens ont vu en lui quelqu'un capable de comprendre le peuple, quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Il y a d'abord cela. La seconde chose qui a milité en sa faveur paraîtrait que c'est quelqu'un d'assez simple, d'assez modeste et d'assez discret, vous le savez. Il est le trésorier du principal parti d'opposition, mais personne ne le connaissait. Il ne se fait pas voir. Voilà. Donc quelqu'un d'assez discret. Quelqu'un d'assez discret. Et maintenant, la troisième chose, c'est sa surface financière. Vous savez, nous sommes quand même sur un terrain politique et c'est le nerf de la guerre. Voilà. Est-ce que ça veut dire tout ce cocktail que vous venez de mettre ensemble, ça n'existe pas au Togo? Vous avez noté qu'une personnalité de la trempe de la dame, ça n'existe pas. Bon, je n'en vois pas, aujourd'hui. Ouais. Et puis quelqu'un qui doit se mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout soupçon, en qui tout le monde peut avoir confiance, je n'en vois pas comme cela. Et puis du côté même de l'opposition, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut trouver dans un parti comme candidat unique qui fasse consensus. Ça également. Oui, d'abord, oui, c'est ça. Ça veut dire que tous ceux qu'on nous présente finalement comme des candidats uniques ne le sont pas, c'est ça? Oui, mais vous savez que ce que nous avons eu jusque-là comme candidat unique, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les candidats uniques, ce sont les candidats naturels. Naturels. Que nous présentons toujours comme candidat unique, connu de tout le monde, et que nous avons toujours présenté. Et malheureusement, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. Et c'est en cela que je parle aussi du sacrifice que le principal parti de l'opposition a fait. Vous savez que Gambie, c'est ça. En Gambie, vous savez que il y a 7 partis d'opposition qui se sont mis ensemble pour choisir Adama Barrow. Mais tous les 7 partis politiques, chacun a amené 70 délégués. Pour faire les 490 délégués qui ont choisi Adama Barrow. Chaque parti politique a amené 70 délégués. Pensez-vous qu'il y a des partis les grands partis peuvent accepter facilement d'amener le même nombre de délégués que les partis considérés comme les petits partis pour aller vers le choix d'un candidat. Et les Gambiens sont intelligents. Malgré cela, ils savaient que l'UDP, l'Union patriotique unifiée, de Oussainou Daboué a amené 70 délégués, mais on a quand même choisi Adama Barrow qui est de son parti. Les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas bêtes. Ils savent que pour qu'on puisse gagner, il faut choisir quelqu'un de ce parti-là. Docteur Kouissan, j'ai l'impression, quand je vous écoute analyser le parallèle entre la Gambie et le Togo, que le problème du Togo, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, les réformes, l'absence de réformes, mais c'est plus un problème de personnes. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur les réformes. On peut faire le débat ailleurs. Les réformes, ce sont les exigences de l'accord politique global. Et comme cela, mais c'est l'opposition qui présente les réformes quand même comme la panacée, qui dit à tout va que s'il n'y a pas d'alternance, c'est parce qu'il n'y a pas de réforme. Non, et comme si les réformes étaient faites, il y aurait automatiquement alternance. L'opposition n'a jamais dit ça. Nous n'avons jamais dit. C'est comme si vous dites que nous voulons les réformes pour arriver au pouvoir. Les réformes sont une exigence de l'accord politique global. La limitation de mandat, oui, pour qu'une personne ne remplit pas plusieurs fois à la tête. Vous avez vu ce qui s'est passé par exemple en 2014 à l'Assemblée nationale quand le projet de réforme du gouvernement est arrivé. Il y a eu des conditions qui ont été posées. Ah non, tel parti ne doit pas présenter son candidat. Comme si on se dit, ah oui, si lui il se présentait, je suis sûr de ne pas gagner, donc de ne pas arriver au pouvoir. Non, ce n'était même pas ça. On avait dit de façon claire qu'il n'appartenait pas à l'opposition de mettre une disposition transitoire dans la Constitution. Et que on n'a qu'à faire les réformes
comme prescrit par l'accord politique global. Maintenant, le moment venu, chaque candidat dépose sa candidature. Si la Cour constitutionnelle juge que la candidature de telle personne est conforme à la Constitution, mais ça passe. Si ce n'est pas conforme, ça ne passe pas. Mais est-ce que finalement le Togo, ce n'est pas un problème de personne? Revenons à l'opposition elle-même, qui a des difficultés à s'organiser. Est-ce que ce n'est pas un problème de personne? Vous savez, cela peut s'apparenter à un problème de personne. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de frustrer des gens. Non, ce n'est pas ça. Cela peut s'apparenter à un problème de personne. Mais vous savez aussi, il n'est pas facile de dire, de se battre en politique et de se faire une certaine popularité. Je vais vous lire le commentaire d'Alest Doulegba. Il dit, le régime en place a eu la chance... Excusez, le régime en place a eu la chance d'avoir en face une constellation d'hommes politiques dépourvus d'ambition pour le Togo. Sur Facebook, c'est son commentaire. Oui, vous savez, c'est une opinion. Et comme tel, ça doit être respecté. Je respecte son opinion. Et vous savez... Elle est véridique. Il y a nécessairement une partie véridique. Vous savez, toute opinion a une partie véridique. Donc, elle a nécessairement une partie véridique. Et je pense que ce n'est pas une question aussi de la chance du pouvoir d'avoir en fait des gens sans ambition, etc. etc. C'est vrai qu'il y a des impairs. Il y a des impairs. L'opposition commet aussi des impairs. Mais moi, je dis, les questions de réforme, c'est d'abord un problème de volonté. Vous voyez, dans tous les pays où il y a l'alternance politique, pensez-vous que les gens n'ont pas la possibilité de dire non, je ne pars pas? Mais les gens ont cette possibilité. Les gens peuvent avoir cette envie. Mais ils disent non, pour l'intérêt supérieur de mon peuple, je préfère laisser et partir. Et au Ghana la dernière fois, vous pensez que si les gens décident de ne pas partir, quel que soit ce qui va arriver, les gens peuvent décider de ne pas partir et créer des problèmes. C'est d'abord une question de volonté. C'est une question de volonté. Les réformes, c'est d'abord une question de volonté. Ce n'est pas l'opposition qui doit faire de la magie. L'opposition a sa part à faire, ça c'est vrai. Et il y a des erreurs qui viennent de cette opposition, nous le reconnaissons, mais les réformes, c'est d'abord un problème de volonté du parti au pouvoir. Si vous avez la volonté, vous faites les réformes et vous partez. Kérékou fait les réformes. Quelque chose a obligé Kérékou à faire les réformes au Bénin. Partout où nous avons aujourd'hui l'alternance politique dans notre sous-région. Mais c'est parce que les gens ont voulu qu'ils sont partis. On peut commencer même une démocratie. Quelqu'un peut venir et dire non, moi, je mets tout ça là de côté. Voilà comment moi, je compte diriger mon pays. Ça va créer tout ce que ça peut créer. Mais les gens vont le faire de toutes les façons. En tout cas, ce que vous dites, c'est un peu ce que Nourou Djibo Noé dit sur la plateforme WhatsApp Force Politique. Il demande, est-ce que les réformes vont permettre l'alternance au Togo? En réalité, non, car ce n'est pas gagné d'avance, mais ces réformes vont y contribuer en limitant le mandat. On en a une perspective future d'alternance et avec 2 tours, on sait que les formations politiques pourront au moins se jauger au premier avant de se constituer en regroupement au second tour. Alors il dit, mais l'autre problème, c'est la crise de confiance qu'il y a entre nos leaders d'opposition qui ne veulent pas voir émerger la jeunesse. Donc lui, il pose un autre problème, mais fondamentalement, entre leaders d'opposition, est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance? Oui, la confiance, c'est-à-dire la Est-ce que c'est facile, par exemple, aujourd'hui, de dire au parti le plus fort de l'opposition que mon candidat ne va pas être le candidat unique, nous préférons un candidat unique de notre parti, nous allons le soutenir. Est-ce que ce cas de figure est possible? Ce n'est pas nous qui allons dire ça. Je pense que c'est le principal parti de l'opposition qui, à un moment donné, va faire une analyse de la situation politique. Oui, c'est la question que je vous pose. Est-ce que cette analyse est envisageable? Une seule seconde. Je crois quand même que si tant est qu'on veut le bien de ce pays, parce que d'abord nous avons une dictature de 50 ans. Ce qui est sûr aujourd'hui, on ne peut pas sortir d'une dictature de 50 ans et rentrer dans un régime normal. Il faut un régime transitoire. C'est la même chose qui se fait en Gambie. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un sacrifice, ne serait-ce que pour 5 ans ou pour un mandat, mais dire à la personne, c'est-à-dire que tu vas aller déblayer le terrain, mais tu ne fais qu'un seul mandat. Il paraît que au niveau du CAP 2015, cette question s'était invitée et le candidat unique qui avait été désigné à l'époque n'était pas d'accord, du moins son parti.
Moi, je ne sais pas, c'est les échos que j'ai eus. Je vous le demande, puisque vous y étiez, pour que vous confirmiez ou infirmiez. Je ne suis plus membre de CAP 2015, je ne veux plus parler de CAP 2015. Alors, je vais vous lire le commentaire de Gaston, qui a posté ce commentaire sur la plateforme Togo Citoyenne. Il dit, je vous confirme avec un œil de sociologue et avec mes grandes observations et analyses politiques que le problème du Togo n'est pas les problèmes de réforme constitutionnelle ou institutionnelle. Si les gens sont bons, ils auront le pouvoir avec la bénédiction du peuple et de l'armée. S'ils sont mauvais, Dieu ne leur laissera aucune chance de venir une fois encore piller le Togo contre les années 90. Nous préférons, quand il dit nous, il met en parenthèse le peuple, un régime, même si c'est 1000 ans, avec un seul chef que nous connaissons, que de donner le pouvoir à des anti-togolais qui ne connaissent le Togo qu'au bout de leurs lèvres et qui s'imaginent un jour être chef d'État. Oui. Oui, bon, c'est son analyse. Apparemment, il semble qu'au niveau d'un certain nombre de concitoyens, ils ont du mal à croire dans la sincérité des acteurs de l'opposition. Non, c'est parce que nous avons donné l'occasion aux populations de penser cela à travers nos actes, à travers les querelles internes au sein donc de l'opposition, des partis, d'abord c'est-à-dire des querelles interpartis et des querelles intra-partis que nous avons vues. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Quand on traverse des moments comme cela, il est difficile finalement pour les gens de nous faire confiance et de croire que nous sommes arrivés vraiment pour faire quelque chose de sérieux. Donc nous avons donné l'occasion à ce peuple de douter de nous. Donc, raison pour laquelle nous devons faire quand même une autocritique, un examen de conscience. Chaque parti politique, chaque leader de l'opposition, faire une autocritique, il faut un examen de conscience pour se poser des questions et demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si vous ne faites pas attention, d'ici quelques années, personne ne nous écoutera. Personne ne nous écoutera. Vous allez venir, même les émissions comme ça, les gens n'auront plus envie de suivre parce que les gens sont fatigués de tout cela. On vient tout le temps, c'est pour parler des réformes. On vient tout le temps. Depuis que moi je suis entré en politique, je ne parle que réforme. Alors qu'aujourd'hui, le débat doit évoluer. Je dis, je suis de gauche, je suis de droite, je suis de centre-gauche, c'est quoi? Comment est-ce que je compte mettre ça en œuvre pour diriger ce pays? Je pense que le débat doit évoluer. Suivez les débats sur les chaînes internationales. Vous allez voir, ici, le débat est à terre. Tout le temps, on vient, c'est pour parler réforme, c'est pour parler élections locales. Et le débat n'évolue pas. Et ça, c'est fait exprès aussi par le parti au pouvoir pour maintenir un certain obscurantisme et ralentir l'évolution politique des politiques de notre pays. Il semble quand même que, toujours sur les réseaux sociaux, concernant ce débat, si l'opposition au Togo peut faire la même chose qu'en Gambie, je vous lis le commentaire de Jean Ekwe Totou, qui dit au Togo, l'opposition ne pense qu'à son ventre, ils sont corruptibles sur tous les points, tous veulent être présidents de parti, le peuple doit prendre son destin en main. Oui, ils sont corruptibles, ils ne pensent qu'à leur ventre. Je crois quand même que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Peut-être que il y a cela, moi je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de personnes pensent comme ça. Il y a par exemple Elom Konouche qui dit nos réalités sont bien différentes. Au Togo, nos hommes politiques sont bien faibles. La plupart sont guidés par l'avoir des gains faciles. Faire de la politique est un moyen plus ou moins facile d'avoir de l'argent facile. Oui, les gens ont le droit de le dire. Les gens ont le droit de le dire. Mais vous savez, quand on veut faire la politique pour être respecté, et je crois qu'il faut se donner les moyens de faire cette politique-là. Monsieur Adama Barrow, je vous dis, il est parti à Londres, il est revenu, il est fortuné, il a été choisi, les gens lui ont fait confiance, oui ou non. Les gens lui ont fait confiance, même jusqu'aux États-Unis. Monsieur Donald Trump, qui n'a jamais occupé un poste électif, qui n'a jamais fait la politique, il est venu parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a réussi en affaires. Les gens ont voté pour lui ou pas. Au Bénin. Qu'aujourd'hui, il faut des hommes d'affaires. Non, ce n'est pas ça. Peut-être les politiciens de carrière ont tous échoué. Non, ce n'est pas nécessairement qu'il faut des hommes d'affaires. Mais il faut quand même rassurer. Qui n'ont plus rien à voir avec la politique politicienne telle qu'on la connaît et qui ont réussi leur vie, qui ont passé par des échelons et qui ont gravi les échelles, peut-être présenter ces genres de personnes. Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas nécessairement les hommes d'affaires, mais il faut rassurer.
C'est-à-dire, quand vous venez, il faut rassurer. Il faut montrer qu'en dehors de la politique, vous êtes capable de réaliser des choses. Vous comprenez? Donc, quand vous venez, il y a également au Bénin, quand Talon est venu, on a voté pour lui, mais on n'a pas voté pour lui. Même Yahi Boni, avant de partir d'ici pour le Bénin, il n'était pas dans la politique. Mais on sait que quelqu'un qui a fait une carrière, on lui a fait confiance, on a voté pour lui. Donc, je pense que c'est comme cela l'évolution de la mentalité aujourd'hui. Si ça se passe même aux États-Unis, ce n'est pas chez nous que c'est nous qui ferons exception. En tout cas, les gens essayent quand même de savoir quelle va être la formule magique pour que ça marche dans notre pays. Je reviens à WhatsApp où Wolu Wosola, il dit: ma question est celle de savoir si ce n'est pas l'opposition qui est à la base du manque d'alternance au Togo. Et il s'explique. Parce que nous tous, nous savons que Togo Télécom 1 et 2 ont échoué par le fait de l'opposition. Non, Togo Télécom 1 a échoué par le fait de l'opposition. Comment? Pourquoi le Togo Télécom 1 et 2 ont échoué par le fait de l'opposition? Bon, c'est lui qui le dit. Non. Alors, moi j'étais Togo Télécom 1, je n'y étais pas, mais Togo Télécom 2, j'y étais. Qu'est-ce que l'opposition a fait pour que cela échoue? C'est le pouvoir qui n'a jamais voulu rien lâcher. C'est le pouvoir qui tire toutes les ficelles de son côté. Tout ce qu'on avait dit à Togo Télécom, d'abord on a refusé ça. Tout ce qu'on avait demandé à Togo Télécom 2, le pouvoir avait refusé. Mais à notre grande surprise, le pouvoir a mis tout ça là sur papier comme projet pour envoyer à l'Assemblée. Il y a quelle cohérence dans tout ça? Et qui a été rejeté par sa propre majorité. Vous trouvez cela? Vous trouvez une cohérence dans ça? Tout ce qu'on a demandé dans la salle, c'était refusé. Et à notre grande surprise, tout cela a été mis sur papier et envoyé à l'Assemblée nationale comme projet de loi. Pourquoi on dit projet de loi? Projet de loi, ça veut dire que ça doit, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que ça devienne une loi. Oui. Voilà, c'est un projet de loi. C'est la différence. C'est pour ça que l'autre on l'appelle proposition de loi parce que c'est une proposition. Mais l'autre c'est un projet. Et donc ça a été rejeté. Ça n'a pas, c'est ça. En tout cas, il dit autre question. Ne voyez-vous pas que l'opposition dans son ensemble a ensombré le peuple togolais dans ses rêves par son amateurisme politique et sa division aussi profonde qu'un lit d'une grande rivière? Ça revient toujours, hein? Ah, mais vous savez, cela montre tout simplement jusqu'à quel point les gens sont déçus de l'opposition et des politiques dans ce pays. Et cela montre jusqu'à quel point les gens sont déçus. Il faut que nous en prenions conscience. Il faut que l'opposition en prenne conscience pour que nous réfléchissions de ce qu'il faut, ce que nous devons faire. C'est ce qu'il dit vers la fin. Il dit: moi personnellement, je pense que l'opposition dans son ensemble doit régler son problème de division et de petites querelles avant que le peuple togolais ne lui renouvelle sa confiance. Oui, je crois. C'est indéniable. Il faut passer par là. C'est important. C'est important. Nous devons revoir à notre sein ce qui ne va pas. Et il faut que les gens se posent des questions. Il faut que les gens se posent des questions. Sinon, demain sera plus difficile. Aujourd'hui. Alors, il y a Paul Amegakpo, peut-être que vous le connaissez, il a été l'ancien directeur de la CNC. Il est actuellement en Centrafrique, nous le saluons d'ailleurs au passage. Il pose sur WhatsApp 2 questions. L'électorat est pour l'acteur politique ce qu'un navire est pour le marin. Pourquoi l'opposition togolaise manque de stratégie convaincante pour mobiliser la masse critique d'électeurs à même de rendre possible l'alternance? Non, ce n'est pas que l'opposition manque de stratégie critique pour mobiliser. L'opposition a mobilisé les gens dans ce pays. Vous avez vu 12 juin. L'opposition a mobilisé les gens. Ce n'est pas que l'opposition manque de stratégie, mais l'opposition a galvaudé en quelque sorte les stratégies. A galvaudé les stratégies, a galvaudé les forces qui lui permettaient de mobiliser. Et maintenant, il faut aller chercher les ressources nécessaires pour ramener cette force, cette puissance, c'est tout. Je pense que nous devons aller à cette école-là. Sa deuxième question. Les réformes politiques et institutionnelles sont du domaine des politiques publiques nécessitant par ricochet une volonté politique des gouvernants. N'est-il pas raisonnable que l'opposition propose comme projet de société aux électeurs togolais les défis et enjeux des réformes lors des législatives de 2018
et de la présidentielle de 2020? C'est une proposition. C'est une proposition venant de M. Amegako. C'est une proposition qu'il est en train de faire. Mais le problème est que il y a déjà un accord qui a été signé et qui demande qu'on fasse les réformes. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il peut passer outre cet accord et faire plutôt des réformes, un projet de société qu'il va présenter aux populations lors des élections, je pense que libre à lui. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que nous avons signé un accord, les différents partis de ce pays, la société civile, les politiques ont signé un accord qu'on appelle accord politique global. Tout a été fait pratiquement. Il reste les réformes constitutionnelles et institutionnelles sur lesquelles on a buté. Et nous vous demandons que ça soit fait. Quel que soit ce que nous avons à proposer aux électeurs pendant la campagne électorale, cela n'empêche pas que nous réclamions ce qui a été signé et qui fait partie de cet accord-là. Alors, mais vous êtes quand même d'accord que vous pouvez battre le pouvoir sans réforme? Oui, mais puisque ça s'est passé en Gambie. Oui. Ça s'est passé en Gambie, c'est ce que je dis. C'est-à-dire les réformes, ce n'est pas pour l'opposition pour accéder au pouvoir, alors, mais pour limiter le mandat d'une personne. Alors du coup, si moi je vous pose la question, c'est pour savoir si le pouvoir se refusait à le faire, pourquoi ne pas s'organiser, le battre, et l'opposition qui arrive au pouvoir fera les réformes? Même si vous ne le demandez pas, cela s'impose à nous. C'est comme ça, c'est imposé aux gens en Gambie. Et ils ont su arrondir les angles pour cela. Même si vous ne le demandez pas, cela s'impose à l'opposition. Si nous sommes devant un pouvoir qui refuse de faire les réformes, la seule issue que nous ayons, c'est de nous organiser pour battre ce pouvoir-là. Et malheureusement, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire jusqu'à présent. Mais je pense quand même qu'avec ce qui s'est passé en Gambie, on aura à réfléchir sur cela et peaufiner des stratégies pour l'avenir. Joël Alossé, bonjour Monsieur Kwesson. Plusieurs personnes pensent que certains opposants togolais s'entendent dans l'ombre avec le parti au pouvoir et viennent s'exhiber après comme la solution au problème togolais. Que pensez-vous de ça? Je n'ai pas de preuves, mais je pense que avec un pouvoir qui a duré, qui a fait, je viens de le dire, même avant qu'on entre dans l'ère de la démocratie, le pouvoir avait déjà fait 23 ans. C'est un pouvoir qui est assis financièrement, tout le monde le sait. Matériellement, tout le monde le sait. Donc, cela n'est pas, on ne peut pas l'exclure. Je n'ai pas de nom à vous citer. Mais je me dis, c'est possible, c'est réel, mais je n'ai pas de nom à vous citer. Je n'ai pas de preuves à vous donner. Mais je pense qu'il ne peut en être autrement. Pour un pouvoir qui a fait tel nom, autant d'années, je me dis, il ne peut en être autrement. Marcel Akpadja, j'avoue qu'il y a beaucoup de questions, puisque le sujet a intéressé. Marcel Akpadja, il dit, salut à vous. Et si l'opposition n'arrive pas à s'organiser pour battre son adversaire, est-ce que c'est la personne qui pose problème ou c'est parce que tous se voient intelligents? Non. En tout cas, ce n'est pas moi mon cas. Vous savez que j'étais membre de CAP 2015. J'ai participé à l'élection, j'ai fait tout normalement jusqu'à la fin. On a fait la campagne ensemble. Vous étiez sur tous les fronts. On était sur tous les fronts, on a tout fait ensemble, on a réclamé les résultats ensemble, on a travaillé ensemble. Et ce n'est que complètement, quand tout était fini, un premier ministre a été nommé, un gouvernement a été mis en place, que le Parti Santé du Peuple s'est dit, je vais aller voir comment je vais m'organiser parce que c'est un nouveau parti, nous avons besoin de nous organiser. Donc ce n'est pas que tout le monde se voit intelligent. Si on se voyait intelligent ou bien tout le monde se voyait fort, je ne pense pas que le Parti Santé du Peuple allait s'aligner et aller à cette élection. Nous étions seulement 5 partis politiques à être ensemble pour participer à cette élection et cela l'histoire le retiendra, il n'y a rien à faire. Germain Sossou, c'est le président du mouvement Génération Togo. Il dit bonjour Monsieur Kwesson, voici mes questions. Première question, aux législatives de 2013, le taux d'abstention était autour de 35%. À la présidentielle de 2015, ce taux est passé à plus de 40%. Votre parti politique est entré dans l'arène au moment même où les citoyens, particulièrement la jeunesse, se désintéressent de la chose politique. Qu'est-ce qui motive votre engagement en politique et que pensez-vous faire pour que les 40% de la population togolaise retrouve confiance en la chose politique? Non, ce qui a motivé notre entrée en politique,
On l'a toujours dit, hein. Moi je dis que j'ai été très proche des populations de par ma profession, ou bien ma profession, si je peux le dire. Je suis médecin, j'ai eu donc à travailler avec les gens, le contact est direct, vous discutez avec les gens vous racontent vos problèmes, des fois les gens viennent en consultation chez vous, c'est plutôt vous-même maintenant qui vous chargez de régler leurs problèmes. Et j'ai eu la chance après, bon là on prescrivait des médicaments et puis bon, on ne sait pas comment ça se passait de l'autre côté, le malade il s'en va, est-ce qu'il a acheté les médicaments ou pas, vous ne savez pas, il revient des jours après pour vous dire j'ai acheté les médicaments, mais ça n'a pas marché, ça a été difficile, ou bien je n'ai pas pu acheter les médicaments. Bon, maintenant, ayant la chance de devenir pharmacien, je me suis rendu compte de ce qui se passait de l'autre côté. Parce que beaucoup ne le savent pas, vous êtes docteur en médecine et docteur en pharmacie. Oui, oui. J'ai été médecin d'abord. Quand j'ai eu mon bac, j'ai été d'abord médecin. Donc, je travaillais comme médecin et j'ai fait ma formation de pharmacie. Donc, ayant eu la chance de devenir pharmacien, donc de l'autre côté, j'ai vu également ce qui se passait. Et je me suis beaucoup interrogé, j'ai dit que les gens souffrent, les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Vous prescrivez des médicaments, 4 médicaments, un anti-inflammatoire, un antalgique, un antibiotique, un décontracturant musculaire, je ne sais pas. Mais quand la personne va à la pharmacie, il demande les prix des médicaments, c'est l'antibiotique qui coûte plus cher. Il achète tout et il laisse de côté l'antibiotique. Ce sont des réalités que nous avons vues après quand on a eu la chance maintenant d'être dans une officine. Et tout ça là, nous a fait réfléchir, on a dit la meilleure manière, et il n'était pas rare que nous sortions des sous de notre poche pour aider les gens, mais on dit la meilleure manière de pouvoir bien aider les gens, c'est d'entrer en politique et de voir là où cela va nous amener, c'est la meilleure manière de pouvoir venir en aide Alors lui, son inquiétude, c'est quand même que vous arrivez au moment où, puisqu'il a donné un chiffre de 40% d'abstention pour 2015 et 35% pour 2013, il dit au moment où la jeunesse surtout commence par se désintéresser de la chose politique. Ça, c'est une réalité, je dirais, quasiment palpable aujourd'hui. Alors sa question, c'est comment est-ce que vous pensez faire pour remobiliser, donner l'envie de la chose politique à cette jeunesse et par ricochet à tous les citoyens? D'abord, la question même, c'est de savoir comment est-ce que nous avons pu tenir jusque-là, malgré cette atmosphère dans laquelle nous sommes rentrés. Parce que quand vous entrez sur un terrain politique, dans cet état-là, où les gens sont complètement désintéressés, si vous n'êtes pas armé de courage, vous allez abandonner. D'abord, c'est de savoir comment nous avons fait pour y rester. Maintenant, comment faire pour remobiliser? Moi, je dis, vous savez, en Gambie, parce que c'est un exemple, hein, c'est hautement exemplatif désormais. Hein. Donc je crois que en Gambie, à Adjamé, il a fait le coup d'État à Jawara en 94. En 96, il y a eu sa première élection, il a été élu en 96. En 2001, il a été réélu. En 2006, réélu. En 2011, réélu. À un moment donné, les gens n'allaient plus voter. Parce que les gens étaient complètement découragés, se sont complètement désintéressés de la chose politique. Mais quand il y a eu la candidature unique de l'opposition, ça a permis d'abord la somme arithmétique des voix de tous les 7 partis politiques, mais ça a créé une dynamique qui a limité l'abstention. Ça, c'est clair. Parce que quand vous suivez le nombre de la participation, c'était autour de 600 000 voix. Donc, par rapport au scrutin antérieur, j'ai eu à faire cette comparaison, l'abstention a beaucoup reculé. Donc, le choix de candidature du candidat unique a remobilisé les foules. Donc, il faut que nous arrivions à trouver quelque chose comme ça pour redonner espoir aux Togolais. Alors, vous avez aussi, dans vos discussions antérieures, posé le problème des transfuges, qui, en Gambie par exemple, qui a été très bien accueilli, mais ici, on a quasiment peur, on est méfiant de ces transfuges-là. Pourquoi? C'est une question de mentalité? Oui. Bon, je ne dis pas qu'en Gambie, il a été bien accueilli, mais toujours est-il qu'il s'est présenté et il a puisé dans le réservoir électoral de M. Adjamé. Donc ici, la mentalité est que, je suis d'accord que tu ne peux pas venir sur un terrain politique. Tu dis, je suis de l'opposition. Après, tu te retrouves un peu avec le parti au pouvoir. Et tu reviens encore dans l'opposition. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Et je ne serai jamais d'accord avec ça. Mais, si les gens qui sont nés avec le parti, au pouvoir je veux dire, oui, qui sont nés avec le parti, qui ont toujours travaillé avec le parti, mais qui à un moment donné se sont dit, non, les choses qui s'y passent n'étaient pas bien. Nous allons faire demi-tour et nous revenons dans l'opposition. Les gens comme ça, nous devons les accueillir. Nous devons les accueillir et leur donner toute la possibilité. Ce n'est pas comme on est en train de livrer des secrets. Hein. Même si UNIR le sait, il y a des gens, quand ils sortent de UNIR pour venir dans l'opposition, ce président, ils vont prendre les voix. Il n'y a rien à faire. UNIR peut tout faire, ils vont prendre les voix. Parce que certains peuvent dire, ce ne sont pas des choses peut-être à dire sur les médias. Non, ce sont des réalités. Yaya Jammeh savait que Maman Kandé allait lui prendre les voix. Mais il n'a pu rien faire. Il a pris les 18%, il a été battu, il est parti. Vous comprenez? Donc, acceptons ces gens-là. Et voir comment ils peuvent nous aider donc, à travailler pour l'alternance politique tant souhaitée dans notre pays. La deuxième question de Germain Sossou. Le régime actuel au Togo n'est pas prêt à l'alternance politique, contredisant depuis plus de 25 ans la volonté populaire. Au vu de l'expérience gambienne, si le peuple togolais par extraordinaire décidait comme un seul homme par le biais d'un vote sanction à partir des locales prochaines, et ce jusqu'à la présidentielle de 2020, en passant par les législatives de 2018, est-ce que la CEDEAO pourrait être aux côtés du peuple togolais meurtri, assujetti et déshumanisé? Que faut-il faire pour que la CEDEAO assiste le peuple togolais? Donc, je ne sais pas si on est dans le même contexte là. Parce qu'en Gambie, parce qu'on n'en est pas encore là. on n'en est pas encore là. Lors de la présidentielle de 2015 dernier, le chef de l'État l'a clairement répété, s'il était battu, il céderait le pouvoir. Oh non, vous savez, Yaya Jammeh a dit, quand il avait d'abord fait sa déclaration le 2 décembre, oui, pour reconnaître la victoire, d'Adama Barrow et sa défaite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, même si on me bat par une seule voix, je vais partir. Oui. Mais après, il a dit que non, 19 000 voix ou quelque chose, que c'est trop peu, il faut qu'on aille, à la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour dire que ce que disent les gens qui ont l'habitude du pouvoir, hein, on ne prend pas ça beaucoup au sérieux. Hein. On ne prend pas ça beaucoup au sérieux. Les gens qui sont nés avec le pouvoir, qui ont vécu avec le pouvoir, qui ont grandi dans le pouvoir, et ils ne peuvent jamais voir les choses de la même façon. Et à des moments donnés, il est très facile de faire des revirements. Samuel Dossou, il dit, des fois je pense que c'est un commentaire qu'il fait, des fois je pense que l'opposition togolaise a peur du pouvoir en place et elle se cache derrière ces histoires de réforme qui dure depuis plusieurs années maintenant. Tous disent qu'ils veulent le bien du peuple, mais n'arrivent pas à se réunir pour mener à bien la lutte. Bon. Et que nous avons peur du pouvoir sur quel plan? D'être battus? Bon, moi je sais pas, c'est le commentaire. C'est-à-dire peur sur le plan électoral, sur le plan électoral. Pouvoir en place. Sur le plan électoral, bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire, bon, mais ce sont des opinions, on les respecte. Gordon Gadagwe Yaoset, il dit bonjour. Bon, carrément, il me dit bonjour, monsieur Niaoui. Je le salue aussi au passage. Alors, comment est-ce que, bon, ça, la question, c'est pour vous, hein, comment est-ce que vous expliquez le refus du président Faure pardon, à opérer les réformes politiques et institutionnelles? Il est conscient, le faisant, le pouvoir va lui échapper. Il est bien vrai que notre opposition aussi n'a pas une stratégie bien pointue, en plus de leur désunion qui nous font, attendez, je me perds un peu, en plus de leur désunion qui ne nous font pas voir une lueur d'espoir au Togo. Je pense à mon humble avis que la question des réformes est plus que nécessaire et si l'opposition en fait une panacée, bon j'avoue que je ne comprends pas trop bien les phrases, mais sa question est importante, il demande comment est-ce que vous expliquez le refus du président à opérer les réformes politiques et institutionnelles? Est-ce qu'on peut parler ici d'un refus si on en vient à la commission qui a été mise en place? Oh non, c'est un refus. C'est un refus, ça c'est le secret de Polichinelle. Tout le monde sait que le pouvoir ne veut pas faire les réformes. Depuis toujours, parce que on sait que si on fait les réformes, on va perdre le pouvoir. D'abord, la limitation de mandat, ce n'est même plus
nécessairement une perte de pouvoir. La limitation de mandat au bout de 2 ans, c'est qu'on quitte le pouvoir, tout simplement, hein, comme cela se voit ailleurs. Non, on ne veut pas quitter le pouvoir, on ne veut pas faire les réformes. Et tous les signaux montrent que le pouvoir en place ne veut pas faire les réformes. En tout cas, je parlais tout à l'heure de la commission mise en place par le président de la République, commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Le Parti Santé du Peuple apparemment n'est pas d'accord avec la composition de cette commission. Nous allons suivre ce reportage. C'était votre sortie médiatique. C'est un reportage de Dena de Mijikano. La commission de réflexion sur les réformes mise sur pied ce 3 janvier par le chef de l'État, premier sujet abordé au cours de ce point de presse par le Parti Santé du Peuple qui pointe du doigt son caractère unilatéral, la polarisation de sa composition avec la quasi-totalité des personnes proches du pouvoir, puis l'absence d'un chronogramme clairement établi pour la réalisation des réformes dans une temporalité. Des couacs observés dans cette commission qui pousse le parti de Georges William Kwesson à demander au chef de l'État que les points qui ont fait consensus et qui demandent une mise en œuvre immédiate, que ces points soient mis sous forme de projet de loi et envoyés à l'Assemblée nationale pour une... Je voudrais parler notamment du mode de scrutin, de la limitation du mandat présidentiel, de la réforme de certaines institutions importantes telles que CENI, la RAC, etc. La deuxième chose que nous demandons au chef d'État, c'est d'envoyer une invitation aux partis de l'opposition pour qu'on puisse mettre sur pied une commission consensuelle qui sera donc appelée à réfléchir dans le calme et la sérénité requise aux autres points qui ont fait consensus au cours de l'atelier de H-Cru. Le second point à retenir de cette rencontre est relatif à la commission de suivi et de décentralisation. À ce sujet, le parti exige le plus vite possible sa composition et par ricochet le respect des engagements pris lors de l'atelier sur la décentralisation du 6 au 8 décembre 2016, notamment l'ouverture du dit conseil au parti de l'opposition parlementaire et son extension au parti extra-parlementaire. Alors, docteur Kwesson, là où moi j'ai un peu de mal à suivre les débats actuellement, c'est que tout le monde dit que le chef de l'État n'a pas la volonté de faire les réformes, qu'il ne veut pas les faire, qu'il a suffisamment montré ce manque de volonté. Et du coup, quand il met en place cette commission, personne, ou du moins tout le monde continue par dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette commission. Or, elle a vocation à nous écrire une nouvelle constitution peut-être. Justement, pourquoi nous devons écrire une nouvelle constitution? Nous avons signé un accord politique global. Il y a des choses qui sont dans cet accord. La constitution a été votée en 92 avec la bénédiction de tout le monde. Je me souviens, le général Eyadema avait appelé à voter cette constitution-là. Et maintenant, en 2002, ça a été changé, ça a été tripatouillé. On demande tout simplement les choses qui ont été changées de les remettre en place. Donc, je ne vois pas où on est obligé de mettre sur pied, surtout pour ces réformes qui sont des réformes urgentes et immédiates. Je ne vois pas pourquoi on va mettre sur pied une commission, qui plus est une commission installée de façon unilatérale. Nous avons dit que on n'est pas d'accord avec cette commission dans sa composition. D'abord, la manière dont ça a été installé, la procédure ayant conduit à son installation, c'est-à-dire le caractère unilatéral de cette procédure, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et deuxièmement, nous avons dit que c'est une commission qui est totalement polarisée, c'est-à-dire vers le parti au pouvoir, et parce que tous ceux qui s'y trouvent sont des gens qui sont proches du parti au pouvoir, mais pratiquement à la quasi-totalité. Les universitaires non, les universitaires, on a suivi les interventions des universitaires dans ce pays quand il s'était agi de parler de la rétroactivité de la loi. Les gens se sont prononcés et nous avons vu comment ils se sont prononcés et qui sont proches du parti, des déclarations qui étaient complètement en faveur du parti au pouvoir, et nous connaissons toute la suite. Alors, est-ce que ces antécédents les empêcheraient de faire quand même un travail
impartial aujourd'hui? Le problème n'est pas de savoir la qualité du travail à produit par cette commission. Le problème, c'est que l'accord politique global demande que les choses soient faites de façon consensuelle. Ça n'a pas été fait de façon consensuelle. Nous n'allons pas attendre de voir le travail que cela va produire. Et ce n'est qu'au moment où ça ne produira pas de bon travail que nous allons commencer par parler. À partir du moment où la procédure est biaisée, je pense qu'il est de notre devoir de dénoncer cette procédure biaisée-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais est-ce que tout se passe comme si on a l'impression, comme si les gens pensent qu'il y aura un travail qui va être imposé à tout le monde? De toutes les façons, si cette commission finit son travail, elle va suivre le processus normal, le travail va aboutir à l'Assemblée nationale. Si le consensus ne se dégage pas, peut-être il y aura un référendum sur la question. Le peuple a l'attitude de dire non. Mais unir à la majorité requise pour aller à un référendum à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Au cas où l'Assemblée ne s'entendrait pas sur le texte. Oui, c'est ce Donc, de toutes les façons, tout ce mécanisme-là, ça veut dire que le chef de l'État ne veut rien imposer à personne. Non, mais ce qui est à la commission va peut-être juste écrire une proposition de constitution, éventuellement. Non. C'est-à-dire, nous avons dit que ce qui est, il y a des réformes qui sont des réformes urgentes. On n'a qu'à mettre ça sous forme de projet de loi, retourner à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi faire des réformes au rabais quand on peut tout faire en même temps? Non, mais ce ne sont pas des réformes au rabais. La limitation de mandat. On va faire comment ça? Dans une nouvelle constitution, quand on va changer de république. La limitation de mandat, on va l'appeler comment? On va l'appeler d'un autre nom. Le mode de scrutin, c'est à 2 tours. On va l'appeler d'un autre nom. C'est compliqué. Le mode de scrutin à 2 tours. Uninominal majorité à 2 tours, c'est compliqué. La limitation de mandat à 5 ans renouvelable une fois, c'est compliqué. Pourquoi vous appelez ça des réformes au rabais? Il n'y a rien qui est au rabais là-bas. Pour des choses aussi peut-être subtiles, aussi techniques, comme par exemple le régime politique, les prérogatives du Premier ministre, les pouvoirs du président de la République, etc. On peut prendre le temps d'y réfléchir. Oui, justement, c'est là où moi je dis, pourquoi se limiter au mode de scrutin et à la limitation de mandat quand on a la chance de corriger tout ce qu'il y a déjà de mauvais, entre guillemets, dans la constitution actuelle, et d'offrir au peuple une nouvelle constitution qui fasse consensus? D'abord, la commission qui a été mise en place est trop proche du parti au pouvoir. Si même on veut écrire une nouvelle constitution, il n'y a personne dans l'opposition qui est assez intelligente ou qui est universitaire pour entrer dans cette commission-là et travailler. L'État a la latitude de choisir qui il veut. Je ne refuse pas. Il a la latitude de choisir qui il veut, mais il se fait qu'il y a un accord qui est au-dessus de lui. Il est le chef de l'État, mais un accord politique est au-dessus du chef de l'État. Ça ne lui impose pas de choisir certaines personnes? Je ne refuse pas. Cela ne lui impose pas de choisir certaines personnes. Mais cela lui impose quand même de concerter les partis de l'opposition avant ce choix, si tant est qu'on a demandé que tout soit fait dans l'accord politique global de façon consensuelle. Cela lui impose ça. D'accord, d'abord, au moins de consulter les partis de l'opposition. Il y a d'abord ça. Donc nous jugeons cette commission trop proche du chef de l'État. Mais ensuite, il n'y a pas un chronogramme clair. Quand est-ce que... Certainement, ce chronogramme sera défini dans les prochains jours. Oui, bon. De toute façon, écrire une constitution, ça n'a pas vocation à dépasser 6 mois. C'est vous qui le dites. Vous me le dites aujourd'hui, on se reverra. On se reverra sur ce plateau. Ça n'a pas vocation de dépasser 6 mois. Oui, je suis d'accord avec toi. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Ça est allé même très rapidement. Je suis d'accord. Mais au Bénin, c'est 3 mois. Aujourd'hui, c'est quelle date? Donc, on va se retrouver sur ce plateau 6 mois après. Nous sommes le dimanche 29. D'accord, il faut tracer ça quelque part. Au Togo, tout est différent. Mais moi, je te mets à défi. Si dans 6 mois, on va trouver une nouvelle constitution, ici, dans ce pays-là, et qui respecte les clauses de l'accord politique global. Mais est-ce qu'il faut toujours continuer ce débat de dire que ces gens, cette commission ne fait pas consensus? De toutes les façons, elle est déjà installée, c'est comme rien ne sera plus dit. Est-ce qu'il ne faut pas passer à un autre point, c'est-à-dire peut-être faire des propositions à insérer dans la future constitution? Ça, c'est un autre débat. Pour l'instant, on vient de nous donner une commission. On n'est pas d'accord avec cette commission. Vous pensez qu'elle va changer ce débat sur la composition? Ça va changer quelque chose? Nous savons que l'habitude du pouvoir, c'est le chien à bois, la caravane passe. Mais cela ne nous empêche pas de parler. Nous savons que c'est le chien à bois, la caravane passe. Mais cela ne nous empêche pas de parler. Et cela ne va pas nous exonérer de tout ce qui peut
nous ne sommes pas exonérés de toutes les conséquences que cela qui peuvent découler de ça si nous ne disons rien. Alors, je voudrais qu'on passe aussi à cette autre, c'est une commission ou c'est une haute autorité, ça dépend de comment on l'appelle, contre la corruption. Votre réaction? C'est un bon signal? Non, vous savez, quand on met en place dans un pays une commission contre la corruption, ça ne devait être normalement une bonne nouvelle. Si on sait que en Afrique, le grand problème de l'Afrique de façon générale et de notre pays en particulier, c'est la corruption, on met en place une commission contre la corruption. Mais tout le monde devait saluer cela. C'est avec des applaudissements et de joie que nous devons accueillir cette nouvelle. Quel est le problème? Mais il s'est fait que notre pays, c'est un peu différent. Pourquoi? Et d'abord, cette commission est installée à un moment où son installation n'inspire pas confiance. Ça a été installé le 3 janvier dernier. Oui. Vous avez eu une commission de MCC qui est passée dans notre pays la dernière fois. 3 janvier, et puis une commission qui vient de passer. Et l'installation d'une commission de lutte contre la corruption est l'un des critères d'éligibilité au programme de MCC. Et la bonne nouvelle, c'est que le MCC dit que le Togo est le seul pays éligible au programme Threshold. Mais vous savez... c'est comme si vous êtes en train de dépeindre un autre Togo, alors que les bailleurs voient une autre réalité. Non, on voit un Togo florissant qui est prometteur. Vous dépeignez un Togo qui est en difficulté, où les choses vont mal. Les bailleurs de fonds sont où? Ils ont des représentations. Vous savez, aucune politique ne vaille si cette politique ne peut pas permettre le bien-être des populations. Et tout ce qu'on dit, tous les critères imposés par MCC, tout ça là, s'il n'y a qu'un seul but pour cela, est-ce que cela va aboutir in fine au bien-être des populations? Si cela ne peut pas donner le bien-être des populations, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que c'est pas et ceux qui viennent ici, ils restent. Vous avez suivi la dame qui a parlé la dernière fois. Elle dit qu'elle va partir, elle va revenir dans 2 mois. Elle a fait combien de temps avant d'arriver? Elle part, elle revient dans 2 mois. Et elle va savoir ce que le Togolais profond vit. Quand on part, on revient dans 2 mois dans un pays qu'on sait ce que le Togolais profond vit. Mais il faut se prendre des mesures pour éviter, par exemple, sur le plan de la corruption, pour éviter que les fonds qui nous appartiennent à tous soient détenus par quelques poignées de personnes. Je suis d'accord. Mais vous savez, quand on veut installer une commission contre la corruption, il y a des préalables qui doivent rassurer. Il y a des étapes. Qu'il faut suivre. Non, pas nécessairement qu'il faut suivre, mais qui doivent rassurer. Il y a une étape qui est une étape d'amont. Et quand vous installez la commission elle-même, et puis une étape d'aval. En amont, il faut poser des actes qui montrent que vous voulez vraiment lutter contre la corruption. C'est cela. Je viens de dire que le moment ne s'y prête pas, parce qu'il y a MCC qui est dans nos murs, et le moment ne s'y prête pas du tout. Vous savez qu'il y a plus de 5 ans, on nous a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays. On ne nous a jamais montré cette minorité. Il y a les réformes de la justice. Alors, ça rejoint peut-être ce que Joël Alossé qui écrit. Il dit, dans l'interview avec la Deutsche Welle, à la question de savoir que fait le chef de l'État concrètement pour que la corruption soit éradiquée au Togo, voici ce que le PR a répondu. Dès que nous avons un cas, nous sévissons. Nous communiquons plus sur les sanctions que nous prenons. Alors, il demande, trouvez-vous, monsieur Keussan, que le chef de l'État a dit la vérité? De toutes les façons, c'est comme si on peut prendre toutes les mesures pour lutter contre la corruption. Il y a des gens qui seront corrompus. Et forcément, il faut être saisi d'un cas pour sévir. Et jusqu'à preuve de contraire, il y a des cas, par exemple, le tout récent, c'est à la direction de l'éducation, Golfe, où le gouvernement a sévi. Donc, il y a des signaux très forts qui sont envoyés là. Ce sont les menus frétins. les gros poissons, c'est les filets, les mains des filets vont laisser passer les gros poissons, ils vont prendre les menus frétins. Peut-être qu'on n'a pas encore de preuves. C'est ça qu'on dit. Avec tout ce qu'on a dans ce pays-là, on n'a pas encore de preuves. Avec les routes, les milliards qui disparaissent, on ne sait par enchantement, les milliards qui disparaissent, avec tout ce qu'on a comme problème,
dans ce pays, on n'a pas trouvé à sévir à ce niveau, et c'est au niveau de l'éducation, du secteur de l'éducation, qu'on a à sévir. Bon, je pense que ce sont des mesures qui sont juste mises en place pour charmer, les évaluateurs de MCC. Moi, je pense que c'est juste pour ça, pour charmer les évaluateurs de MCC, et peut-être aussi pour régler des comptes à certaines personnes. Et justement, nous ne voulons pas qu'on en arrive là, que ça soit mis en place pour le règlement de comptes, parce qu'on avait déjà vu ça dans ce pays. On avait installé une commission, c'est pour régler des comptes aux gens. Mais moi, je pense que il n'y a pas les préalables qui nous montrent vraiment, qui nous donnent des signaux que nous voulons aller vraiment vers la corruption. Il y a des organes de régulation, la RMP. Quand on a installé la RMP, après on nous parle des marchés de préfinancement. Donc, on trouve toujours des moyens pour contourner ces organes de régulation, et on dit qu'on installe une commission contre la corruption. La Cour des comptes. Qu'est-ce que la Cour des comptes a fait jusque-là? Même les comptes des campagnes. Est-ce que ça a été fait et régulièrement avec tous les partis politiques? Donc je pense qu'il faut donner, il faut envoyer des signaux qui montrent que vraiment on est décidé à aller de l'avant. Et ça, ces signaux, on n'a pas eu ça avant l'installation de cette commission. Mais en plus de cela, une commission contre la corruption, on ne choisit pas les gens n'importe comment. La lutte contre la corruption, c'est quelque chose d'assez technique, parce qu'il y a plusieurs mécanismes de corruption que vous et moi ne pouvons pas maîtriser. Et n'est pas membre d'une commission de lutte contre la corruption qui veut. Il faut avoir des prérequis, il faut avoir des réflexes. Est-ce qu'on nous a dit les critères qui ont prévalu au choix de ces personnes qui sont dans cette commission? On n'a pas ça. Et puis après, quels sont les moyens qui sont mis à la disposition de cette commission, et quelle est la marge de manœuvre que cette commission aura? Il y a tout ça que nous ne connaissons pas. That is the question. Comme dira le dernier sujet, Dr Cussan, nous avons encore quelques minutes. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Togo est sorti par la petite porte, on peut le dire comme ça. J'espère que vous aimez le football. Comment vous avez vécu un peu notre élimination à la CAN? Avec tristesse, avec tristesse. C'est vrai que je ne vendais pas très cher la peau du Togo. La peau du Togo, surtout au dernier match, je ne vendais pas très cher. C'est vrai qu'avec le match contre la Côte d'Ivoire, ça avait promis. Mais au dernier match, c'est vrai que j'étais un peu dubitatif. Mais à l'entame du match, tel que les éperviers étaient rentrés dans le match, ça a donné un espoir. On a vu que ils avaient voulu vraiment donner de tout ce qu'ils avaient pour qu'on puisse avoir cette victoire. Mais j'étais très triste vers la fin, d'autant plus que les buts que nous avons encaissés, je me dis que ce sont des buts qu'on pouvait éviter. Vous pensez aussi que c'est un problème de gardien? Non, je ne veux pas parler du match. Je ne veux pas parler du match contre le Maroc. Je veux surtout parler du match contre la RDC. Et c'est un problème là également, il y a un problème de gardien. Le premier but, on sent que on pouvait, c'est-à-dire que il y avait Serge Gakpé qui avait suivi le joueur, mais il avait la possibilité, il avait la possibilité de prendre. Peut-être parce qu'il n'est pas défenseur de carrière. Non seulement parce qu'il n'est pas défenseur, mais ce sont des gens qui n'ont plus les compétitions dans les jambes, vraiment. Mais les Congolais, ils jouent tout le temps. Il y a que Mazembe. Ils planent toujours au-dessus. Voilà, au-dessus, dans les grandes compétitions. Ils sont en jambes. Ils ont la compétition. Ils ont la compétition dans les jambes. Et la manière dont la personne a dépassé Serge Gakpé, on sent tout de suite que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Même le but que Adebayor a raté, c'est la fatigue. C'est la fatigue, parce qu'on a failli égaliser. Quand on était à 2-0, après le premier but de là-bas, on a failli égaliser. Adebayor a failli égaliser. Adebayor, même dans son temps, ne pouvait pas rater un but. On ne pouvait pas rater un but comme ça. Il y a un problème de compétition. On n'a plus des joueurs qui sont dans les grandes compétitions. Donc, quand je vois ça, et puis le coup franc. Le coup franc que nous avons, que Cédric a pris, c'est Cédric, le dernier gardien, non? Oui, je crois. Oui, le coup franc qu'il a pris, il était un peu avancé, et il était un peu plus de taille inférieure
à celle des autres gardiens, notamment à de Tchagouni Baba. Si c'était lui qui était dans les buts, je crois qu'il allait dévier ce coup franc. Surtout que c'était pas dans la lucarne. C'était pas dans la lucarne, c'était au-dessus de lui. Donc, si c'était lui, je crois qu'avec sa taille, il pouvait facilement dégager. Alors, est-ce qu'il y a matière à revoir tout le football togolais? Parce que on nous a vendu un sorcier blanc, l'un des meilleurs du continent, mais voilà le résultat. Bon, je parie que si c'était un entraîneur noir, on l'aurait déjà changé. Mais comme c'est un blanc, et puis surtout que son contrat c'était pour la CAN 2019, alors est-ce qu'il y a matière à revoir tout notre football? Mais si vous dites à revoir, c'est comme si on avait déjà vu. On a déjà vu le football dans ce pays. Nous avons eu 8 participations. Une seule fois, nous avons dépassé le premier tour. Et vous avez dit qu'on va revoir. On n'a jamais vu ce football-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Non, mais il faut d'abord que les gouvernants soient conscients de l'importance du football aujourd'hui. Mais certains peuvent vous dire que c'est ce que le chef de l'État a vu en prenant un entraîneur de cet acabit. Justement, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ça se prépare à la base. Ce serait injuste pour les autres qui ont l'habitude de travailler avec de grands championnats et comme ça, tout simplement parce qu'on a pris un sorcier blanc. Non, il faut travailler. C'est le travail qui paie. C'est le travail qui paie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que les gens prennent conscience de l'importance du football aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la seule manière, ou bien c'est la seule fois où vous avez la possibilité de voir deux pays s'affronter. On dit tel pays est fort économiquement, tel pays est fort militairement. Est-ce que vous avez déjà vu, après votre télé, vous êtes devant votre poste téléviseur, voir deux pays s'affronter économiquement? Non, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu deux pays s'affronter militairement et après on dit, ah, c'est les États-Unis qui a gagné? Vraiment, vous avez déjà vu ça? Non, ce n'est pas possible. Même si vous voyez ça, c'est affreux. Vous ne pouvez pas regarder deux fois. Donc, le football aujourd'hui est très, très, très puissant. Et ça donne une certaine importance au pays que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous avez la chance, ou bien la malchance, je ne sais pas, de faire vos études à l'extérieur, où il y a le mélange de plusieurs nationalités, vous allez vous rendre compte de ce que c'est que le football. Oui. Vous allez vous rendre compte de l'importance du football. Mais quand vous avez une équipe qui n'est pas performante, vous vous sentez petit. Au milieu des gens, vous vous sentez petit. Rien que parce que c'est le football. On dit souvent que c'est un jeu. C'est vrai que c'est un jeu. Mais en réalité, l'importance du football aujourd'hui, les gens n'en ont pas conscience. Il faut que nos gouvernants prennent d'abord conscience de l'importance du football aujourd'hui. Parce que c'est la seule fois où vous avez la possibilité de voir des pays s'affronter. C'est vrai que tous les sports donnent ça, mais ça n'a pas la même importance que le football. Vous voyez les pays s'affronter, vous êtes devant votre poste téléviseur, vous voyez ça, les pays s'affronter. Mais un jeune garçon qui, par exemple, a l'habitude de regarder le match, par exemple, le match Allemagne-États-Unis. Allemagne-États-Unis. Et l'Allemagne qui bat chaque fois États-Unis. L'Allemagne qui bat chaque fois États-Unis. Si tu demandes à ce garçon, entre l'Allemagne et les États-Unis, quel est le pays le plus grand, il va te dire Allemagne. Bien sûr. Il va te dire Allemagne. Il ne te dira pas États-Unis. C'est comme ça. Donc on a deux équipes, le Brésil et la Chine, qui jouent tout le temps la Chine, le Brésil qui bat tout le temps la Chine, qui bat tout le temps la Chine. Tu demandes à quelqu'un qui vient, quel est le pays le plus grand, il te dira que c'est le Brésil. Il te dira jamais. Et on forge les mentalités comme ça. Les mentalités comme ça. Et les pays, parce que c'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens voient. Le reste, on ne voit pas. Donc il faut que les gens prennent conscience de cela et que les gens prennent la décision vraiment de développer le football en créant des écoles de formation. Parce que dans tous les pays où il y a eu de grands joueurs de football, moi-même j'étais un joueur de football, un bon joueur de football. Les gens qui m'ont connu peuvent le témoigner. On ne se jette pas des fleurs, mais j'étais un bon joueur de football. Les gens qui m'ont connu peuvent le témoigner. C'est pour ça que quand moi je vois des choses comme ça, ça me fait mal. Il faut qu'on ait des écoles de formation, qu'on ait un championnat de bon niveau avant d'aller chercher de grands entraîneurs pour venir nous entraîner. Encore que aujourd'hui, il y a de très bons entraîneurs qui émergent en Afrique. Aliou Cissé est là, Florent Ibenge est là. Donc je pense que tout cela, ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Malheureusement, l'Afrique préfère encore se rabattre sur la compétence des Blancs et c'est bien dommage.
Docteur Georges William Cusson, ce sera votre mot de fin. Merci d'être passé dans un œil sur l'actualité. C'est moi qui vous remercie, monsieur Samuel Niari. Merci, vous êtes le président du Parti Santé du Peuple et tout le plaisir sera encore pour nous de vous reprendre pour d'autres occasions. Nous étions ensemble pour ces 90 minutes de débat sur ces sujets qui font l'actualité ou qui ont fait l'actualité. Merci à vous qui suivez cette émission, qui êtes fidèles sur Facebook et sur WhatsApp avec le nouveau numéro 98 44 0109 sur Facebook, Samuel Niaoui, simplement pour m'envoyer vos commentaires. Cette émission sera en ligne dès lundi pour ceux qui sont dans la diaspora puissent suivre également. Merci pour le travail que eux aussi ils font. Chaque fois, je reçois leurs messages. Je les remercie pour cela. Je vous retrouve le dimanche prochain. Portez-vous bien.